Donc, sous les auspices de notre ministre du Commerce, avec la participation de DEIC, nous sommes maintenant arrivés à la session sur la technologie, le commerce numérique et la production à l'occasion de notre deuxième journée de notre forum. Maintenant, je souhaiterais inviter sur scène Son Excellence Mehmet Fatih Kaçır, ministre de l'Industrie et de la Technologie de la République de Turquie, pour son discours. Mesdames et messieurs, à l'occasion je suis ravie de pouvoir être ici avec vous à l'occasion de notre forum TABEF et j'espère que ce forum pourra être fructueux pour nous tous et nous espérons à ce que ce forum puisse également établir de nouveaux ponts entre les pays. À l'occasion de ce programme, le commerce, la culture et les rencontres de civilisation, et entend aussi que ville qui accueille de nombreuses civilisations. Nous nous trouvons ici à Istanbul et je vous souhaite la bienvenue dans cette merveilleuse ville. Et nous sommes en train de vivre en fait une époque dans laquelle le système unipolaire est en train d'être changé. Et actuellement, le pôle de gravitation, ou bien le pôle de gravitation mondial ne s'oriente plus vers l'ouest, mais avance plutôt vers l'est. Et la Turquie se trouve au cœur de cette nouvelle pôle de gravitation. Donc, nous avons par ailleurs une longue histoire et de partenariat avec les pays africains. Et notre collaboration constitue vraiment la preuve de cette amitié, de cette relation. Et nous sommes malheureux, mais il n'y a pas autant d'activités et il y a une certaine silence qui a dominé pendant longtemps malheureusement, mais grâce aux démarches de notre président Erdogan, actuellement nos relations économiques sont beaucoup plus renforcées. Et grâce notamment au projet de TICA, aussi sur le continent africain. Turquie a également aussi construit de nombreux ponts commerciaux. Et actuellement, nous sommes en train de marcher nous sommes en train de rechercher de nouveaux domaines de collaboration et notre volume commercial était de 5 milliards de dollars et actuellement, notre volume commercial avec le continent africain a dépassé 36 milliards de dollars. Alors que c'était au niveau d'environ 100 millions de dollars, maintenant ça excède 10 millions de dollars aussi comme augmentation. Donc on voit qu'il y a une augmentation qui démontre aussi être un héritage futur pour les générations futures du point de l'agriculture jusqu'à l'industrie, des services numériques, à la technologie. Turquie fait des investissements dans différents secteurs et dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant entre l'Afrique et Turquie. Nos entrepreneurs, nos ingénieurs, nos techniciens ont un savoir-faire pour pouvoir augmenter leur influence dans beaucoup de projets technologiques. Et nous avons d'ores et déjà observé des résultats très positifs dans de nombreux projets. Et quand nous prenons compte aussi du potentiel, nous pouvons en fait dire
que c'est juste une introduction ou bien que c'est juste un début d'une longue phase de partenariat entre Turquie et l'Afrique. Nous souhaitons atteindre un nouveau niveau dans nos collaborations. Notre infrastructure, notre, nos systèmes de recherche et développement, d'innovation constituent une base importante pour établir et développer des relations commerciales avec les pays africains. Les efforts aussi de avec les efforts de notre président, nous avons fait beaucoup d'améliorations. On a beaucoup amélioré nos relations et aussi dans notre valeur ajoutée comme l'énergie renouvelable et l'électronique. De la Chine jusqu'à l'au-delà, Turquie est un pays qui manufacture un grand nombre de produits et est capable de produire un grand nombre de produits vers différents pays. Les produits turcs sont très concurrentiels et, et, nous avons également des avantages de logistique. Nous avons obtenu des gains très importants aussi en termes d'élaboration de nouvelles technologies, comme par exemple des drones, des équipements de drones et aussi des avions. Nous avons conçu de nombreux produits et nous les avons exportés de façon très concurrentielle. Notre industrie de défense est très, très concurrentielle. Nous avons plus de 60 ans d'expérience et nous avons aussi produit notre propre automobile TOG et nous sommes un des pays pionniers dans le domaine de la défense. Nous commençons à devenir aussi pionniers dans le secteur automobile avec la manufacture de véhicules national TOG. Nous avons les systèmes de satellites et notre agence Turksat et nous avons envoyé notre satellite l'année dernière et nous faisons partie des 11 pays qui peuvent élaborer leurs propres satellites de communication et nos améliorations technologiques doivent fleurir. Et pour ce faire, nous avons établi aussi de nombreuses infrastructures. Distingués invités, 44 pays sont nommés comme les pays les moins développés et malheureusement 12 de ces pays sont les moins sous-développés en Afrique. Et une des raisons pour lesquelles ces pays restent sous-développés, c'est que le potentiel humain ne soit sous-estimé et alors que les ressources naturelles sont plus que suffisantes nous planifions pour cela d'améliorer notre collaboration avec l'Afrique pour le bien-être des futurs de ces peuples. Nous ne voulons pas des relations hégémoniques où il y a toujours une partie qui fabrique et une autre est acheteur. Non, nous, au lieu de cela, nous souhaitons établir et on veut assurer une collaboration qui puisse établir une culture d'innovation et nous voulons améliorer cette capacité ensemble et pour cela, nous devons montrer résilience et une puissance compétitive du point de vue de nos pays. Concernant les investisseurs africains, nous voulons leur montrer que notre pays est un pays aussi d'opportunités. Avec les accords de libre-échange que nous avons signés, nous sommes capables de donner accès à plus de 1 million de consommateurs pour nos investisseurs. Turquie est uniquement à quelques heures de distance de vol vers des centres économiques importants au niveau mondial. En 3-4 heures de vol, vous pouvez atteindre une zone de plus de 30 milliards de dollars et la Turquie est un des leaders en fait du point de vue d'accessibilité. Notre population
est également 10 à 15 ans plus jeune comparé à la population générale de nos voisins, avec des opportunités aussi de coûts. Donc, Turquie n'est pas uniquement une opportunité importante pour les investisseurs, mais aussi un pays d'innovation. Et nous souhaitons aussi que les investisseurs africains investissent en Turquie. Et je peux les assurer qu'une due diligence sera démontrée pour chaque projet que les investisseurs souhaitent développer. Et depuis très très longtemps, l'Afrique n'a pas eu l'opportunité de transformer ses ressources en opportunités. Et beaucoup de pays ont exploité les ressources des pays africains. Mais à l'avenir, dans un monde futur, il faut savoir que les ressources sont des données et nous voulons aussi les donner des ressources. Et on veut que ces ressources tournent à des valeurs, mais sans quitter l'Afrique. En tant que Turquie, en tant que pays qui a une réputation pour son autosuffisance technologique, nous souhaiterions accompagner nos collègues africains et on voudrait construire l'infrastructure en Afrique pour renforcer notre collaboration aussi dans ce domaine. Nous pouvons également dire que le forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique est une plateforme pour cette collaboration en cours et ouvrant de nouvelles opportunités pour la collaboration d'affaires tout en rendant nos relations beaucoup plus profondes. Je souhaiterais remercier DEIC et notre ministère du Commerce et toutes les parties prenantes qui ont fait partie de l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions notre ministre de l'Industrie et de la Technologie de la République de Turquie. La technologie, le commerce numérique, l'industrie, en fait, constituent le nom de notre nouveau panel. Je suis Monsieur Mohamed. Nous sommes donc prêts. Notre Husnia Mohamed. Maintenant, nos panélistes. John Serivois. Veuillez venir sur scène, s'il vous plaît. John Serivois. Président du Conseil des entreprises de technologie numérique au DEIC. Monsieur Erdem Erkul. Directeur de la stratégie et de la coopération au sein du ministère de la transformation numérique et de la modernisation administrative de la République islamique de Mauritanie, Tierno Barro. Président des affaires publiques et de la communication stratégique, Monsieur Mustafa Moharram. Et je voudrais donner maintenant la parole à notre modératrice. Merci. Merci. Merci, bonjour tout le monde. C'est toujours encore le matin. Günaydın. J'espère que je l'ai bien prononcé. Premièrement, je souhaiterais donc demander à nos panélistes de se présenter, commençant avec Monsieur Erdem Erkul. Bienvenue. Je m'appelle Erdem Erkul. Je suis président du Conseil des entreprises des technologies numériques au DEIC et je suis membre du Conseil général. Oui, monsieur. Tierno Barro, je suis le directeur de la stratégie et de la coopération au ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration.
Greetings, everyone. Thank you. Merci beaucoup. John Seriwa, directeur général de Sage Hill Business Solutions. Je viens du Sénégal. Marhaba, comme vous dites en turc, je m'appelle Mustafa Moharam. Je suis président des affaires publiques et de la communication stratégique, une des entreprises de conseil le plus grand au Moyen-Orient, Afrique du Sud. On représente Google, Amazon, IBM et donc nous constituons la plus grande entreprise de consultation quant à l'Afrique. Merci à vous tous d'être ici. Je voudrais commencer avec vous, Monsieur Erdem. Concernant la transformation numérique, quelles sont les opportunités spécifiques que vous voyez notamment dans les domaines qui comptent comme l'intelligence artificielle, blockchain, et quels sont selon vous dans quel domaine Turquie et l'Afrique pourraient collaborer? Comme vous le savez, la numérisation est très importante pour comprendre, et il faut bien comprendre le potentiel de collaboration. Il faut bien comprendre pourquoi on collabore et pourquoi d'abord on est ici à Istanbul ensemble. Avec nos distingués participants, on va parler de la promotion des nouvelles technologies, des technologies d'intelligence artificielle. Pour l'avenir, on doit parler d'abord de ce qu'on peut faire ensemble dès maintenant, parce qu'on parle, on dit qu'est-ce que ça signifie, la transformation numérique, c'est quoi, l'intelligence artificielle. En fait, l'IA parle avec nous. Donc, mais selon moi, et notre ministre aussi l'a notamment mentionné, nous avons une grande opportunité pour l'avenir. Nous savons bon, on ne sait pas pour le moment, pour le futur, mais par exemple, en Turquie, nous avons des zones technologiques. Et en Afrique aussi, nous savons qu'il y a plus de 500 zones technologiques. Et on peut peut-être créer des fonds, des financements pour le développement technologique. On peut développer de grands centres de données avec des GPU et des centres de recherche et de développement pour l'IA. Nous avons un savoir-faire dans ce domaine. En Turquie, par exemple, déjà depuis plus de 20 ans, nous avons une grande expérience dans le domaine des services de e-gouvernement. Nous avons plus de 70 services au niveau gouvernemental sont desservis par l'intelligence artificielle. Et pour l'avenir, avec le soutien de nos ministères et avec vos soutiens, nous pouvons créer peut-être un fonds technologique ensemble, un fonds technologique Turquie, Afrique, et on pourrait investir pour des travaux futurs, je pense. Merci beaucoup. Je voudrais vous donner la parole, Monsieur John. Quand vous regardez les stratégies, par exemple, les nations africaines et Turquie, quelles sont, selon vous, les capacités dont on a besoin pour le marketing numérique et pour assurer, bien sûr, une croissance et la création d'emplois en Afrique? Merci beaucoup. Je suis vraiment très enthousiaste de dire et de partager avec vous que cette semaine, Zimbabwe a lancé sa stratégie d'intelligence artificielle et ça a été approuvé par le cabinet. C'est un pas vers la bonne direction. Ce n'est pas uniquement le cas pour Zimbabwe, mais pour tous les pays en Afrique. Nous vivons dans une ère où la technologie est vraiment au centre et le monde devient numérique de façon massive. Donc on dit faire progresser l'Afrique. Il faut qu'il y ait un développement des compétences, il faut un renforcement des capacités par l'intermédiaire des formations, en utilisant encore dûment les ressources. Car ça nécessite, la 4e révolution industrielle nécessite des connaissances très approfondies. Et en Afrique, nous savons que les gens aiment apprendre et sont enthousiastes pour apprendre. Et on se focalise aussi sur des technologies de quantum, comme les différents appareils, équipements, ordinateurs avec des programmes de quantum. Il y a différentes solutions qui sont développées. Donc, dans le numérique. Donc,
ici, on ne parle pas uniquement, mais il faut prendre action. Donc, le développement des capacités et les décisions doivent être prises pour rassembler l'Afrique d'abord et pour collaborer. Donc, il ne faut pas que nous parlions uniquement, mais on doit passer à l'autre niveau. On dit en Afrique que pour avancer, pour que l'Autriche puisse faire avancer, il faut qu'il sorte d'abord sa tête de la sable. Donc, donc, il ne faut pas que sa tête reste coincée. Il faut avancer, effectivement. Je voudrais passer à vous, Monsieur Barrot. Quelles sont vos idées? Par exemple, comment est-ce que ça peut être renforcé et comment on peut développer ces domaines entre Turquie et l'Afrique? Je vous remercie tout d'abord. Je voulais parler de ce qui concerne le commerce et en particulier le e-commerce. Et dans ce cadre-là, je voulais d'abord brosser un tableau par rapport à l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays très jeune. Ça veut dire que c'est un continent très jeune, c'est le continent le plus jeune au monde. Le moyen d'âge en Afrique, c'est 19 ans. C'est-à-dire que 2 fois moins qu'en Europe, par exemple. Et ça, c'est une force de travail qui est très importante. D'autres atouts de l'Afrique, c'est l'Afrique est gorgée des ressources à la fois minières et de différentes sortes, des pêches, etc. Et ça, ça peut être un atout très important. Autre atout important, par exemple, l'Afrique, c'est le taux de possession des portables, des téléphones portables. C'est très important par rapport à l'industrialisation des Africains. Ça c'est un atout. Et aussi l'utilisation, par exemple, de tout ce qui est wallet, c'est-à-dire les portefeuilles électroniques, c'est quelque chose qui est très avancé. Par exemple, dans mon pays, en Mauritanie, ça peut même aller jusqu'à 40% de possibilités d'utilisation. Il y a aussi, bien sûr, ce qu'on appelle des manquements ou des défis en Afrique, c'est-à-dire que l'infrastructure en Afrique, elle est défaillante. Elle est défaillante, ça veut dire qu'il y a un manque d'infrastructure, il y a le coût d'infrastructure qui est élevé. Et ce qu'on appelle aussi l'adressage, en ce qui concerne le commerce, l'adressage, il faut qu'il y ait des adresses qui sont bien définies, qui sont bien positionnées. Et ça, en Afrique, ça manque un peu. Et on a besoin de progresser dans ce cadre-là. D'autres aussi, l'harmonisation douanière et des choses comme ça, c'est des choses qui manquent. Et donc, ça doit être renforcé. Maintenant, par rapport au secteur de coopération, en ce qui concerne le e-commerce, par exemple, c'est un secteur qui est très vaste avec la Turquie. Première chose, on sait que la Turquie, par exemple, au niveau des zones Asie centrale, au niveau de l'Europe de l'Est, on peut utiliser la Turquie comme un hub. Autre chose, en ce qui concerne le e-commerce, les Africains doivent aussi appliquer la stratégie. Il y a l'Union africaine qui a fait une stratégie nationale de numérisation. Et dans cette stratégie, il y a un volet qui s'appelle e-commerce. Les Africains doivent harmoniser dans ce cadre-là tout ce qui est nécessaire, à la fois, par exemple, les procédures douanières. Les procédures douanières doivent être harmonisées, doivent être simplifiées et en même temps doivent être digitalisées. Ça, c'est très important. Par exemple, la protection du client. La protection du client, par exemple, au niveau du client, par exemple, qui va commander quelque chose, il doit être protégé par les législations locales et aussi l'investisseur étranger qui investit dans un pays, il faut qu'il y ait des législations locales qui vont le protéger et qui vont le mettre en abri de plusieurs choses. Il y a aussi ce qu'on appelle l'interopérabilité des paiements. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que, par exemple, qu'à chaque fois qu'on dépasse une frontière ou qu'on traverse quelque chose, qu'on soit obligé de changer de monnaie, de changer de manière de payer, de faire toute une procédure très longue pour le paiement ou d'un matériel ou d'un marchandise qui peut même perdre sa valeur à cause de la longueur et le temps perdu. Donc, c'est tous ces aspects-là qui sont importants pour le développement du commerce et du e-commerce en particulier entre l'Afrique et la Turquie. Merci. Thank you.
Thank you very much. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais m'orienter vers vous, Monsieur Mustapha. Regardons maintenant la manufacture numérique. Comment est-ce que le secteur privé et avec l'engagement des politiques publiques, ces relations peuvent être développées, surtout pour assurer une meilleure relation commerciale entre Turquie, l'Afrique et le Moyen-Orient, par exemple? Merci beaucoup, c'est vraiment une excellente question et encore une fois, je suis vraiment ravie d'être ici avec mon bon ami Adam Erdem, avec mes collègues de l'Afrique. Je suis honorée d'être en présence de son Excellence, Monsieur le ministre et Monsieur Fader et toute l'équipe. Et encore une fois, je voudrais les féliciter aussi pour avoir organisé ce grand forum. Je pense que beaucoup n'ont pas dormi depuis des jours pour que nous puissions mener ces discussions si intéressantes. Je voudrais aujourd'hui me focaliser sur les affaires, car je pense que c'est vraiment très important, car à la fin de la journée, je ne veux pas que cette excellente conversation soit vraiment minimisée à des cadres. On doit fournir aux décideurs, aux excellences, des recommandations spécifiques et leur montrer comment ouvrir de nouveaux marchés pour les grandes nations comme Turquie, qui ont vraiment des acquis très précieux, notamment dans le domaine de la transformation numérique et la technologie. Je suis toujours impressionnée de voir quand je suis les nouveaux développements, que ce soit dans la défense, les satellites, dans les projets de haut gouvernement, la transformation numérique, la manufacture numérique, et quand on parle notamment de la manufacture numérique. Et moi, moi personnellement, je conseille les multinationales quant à l'engagement en Afrique. Permettez-moi de vous donner certaines recommandations et pour voir comment considérer Turquie comme un fournisseur de transformation numérique et technologique et développer leur présence en Afrique. Le premier élément, c'est la politique. Nous avons besoin on doit être capable ensemble, avec Turquie et les nations africaines, de s'unir et de se mettre d'accord sur des politiques adaptées qui nous aideront en termes de transformation numérique et je dirais l'harmonisation des politiques technologiques au Moyen-Orient et en Afrique. Mais quelles sont les politiques technologiques dont on parle ? Comme les politiques de protection des données. Sans la protection des données comme le GDPR ou bien d'autres cadres dont on parle, c'est très difficile pour les entreprises de commencer à travailler. Ou bien le système de cloud. Quelles sont les solutions de manufacture cloud? Et la majorité des nations n'ont pas encore, par exemple, des politiques numériques pour le cloud. Et bien sûr l'intelligence artificielle en termes de Turquie et Afrique et avec le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre, tenir ou bien avoir un forum politique pour aider à mettre en ligne toutes ces politiques et être sûr que ces politiques sont harmonisées sera très très important en termes de donner aux entreprises l'infrastructure politique pour qu'elles puissent être capables de déployer, par exemple les entreprises turques, de développer leur technologie auprès de différentes nations africaines. Un autre sujet que je souhaiterais dire sur l'harmonisation des politiques, on a des politiques pour les PPP, on doit aussi en parler. Je suis sûre que beaucoup d'entreprises turques ici présentes souhaitent voir et souhaitent faire des projets en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, en Zimbabwe, en Mauritanie et dans ces nations. Et encore une fois, et les régimes bilatéraux entre ces pays, quand on parle des PPP,
ce n'est pas encore suffisamment développé. Un dernier sujet qu'on doit aussi traiter dans ce genre de forum, si possible, c'est comment avoir des actions travaillables, faisables, bancables, l'utilisation des 5G. 5G est très important maintenant quand on parle d'infrastructure et comment Turquie peut aider les nations africaines à appliquer les 5G dans les pays africains. J'ai été ravie de voir le conseil au président au Caire et on en a parlé et il faut avoir l'opportunité, quand on a l'opportunité de parler sur le G est une grande opportunité. Je ne parle pas uniquement de la connectivité 5G en tant que plateforme cloud, mais les incitations pour l'innovation sont très importantes. Comment on peut avoir des politiques pour soutenir les fonds, les incitations, les financements pour les innovations et finalement des plateformes de partage d'informations. Pour conclure ma première intervention, encore une fois, je fais appel à tenir des forums plus petits, des forums politiques pour les innovateurs technologiques et pour la manufacture numérique pour le Moyen-Orient et l'Afrique avec le leadership de Turquie, où on discuterait spécifiquement à savoir comment harmoniser les différentes politiques technologiques au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie et comment on peut créer un cadre pour les PPP qui aiderait les entreprises et les investisseurs à investir et étendre leur présence. Et pour partager aussi les connaissances, déployer davantage de financement pour la manufacture numérique et la transformation numérique sur le continent africain. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça a été très bon pour la question que je vais poser. Comment pensez-vous que les technologies comme les twins, les jumelles digital, numériques ou automation en fait peuvent être accélérées pour en fait offre des solutions, surtout en Afrique, comment en fait les expériences dans ce domaine peuvent offrir une Afrique plus moderne. Comme je l'ai déjà dit, nous voulons parler du futur, de l'avenir. Nous avons une vaste expérience, surtout sur la production intelligente, sur les zones intelligentes et une capacité de haute technologie. Peut-être l'Union africaine ou les pays africains peuvent se concentrer sur des projets que nous pouvons créer ensemble et comme ça nous pouvons parler de ces projets et bien sûr de leurs résultats. Le premier c'est l'alliance de manufacturation intelligente Turquie et Afrique. Et ça peut être une initiative en fait qui sera débutée dans les zones industrielles ou dans les zones de production ou de manufacturation. Comme ça, cette alliance en fait sera géniale si vous me demandez, parce que comme ça, nous pouvons en fait créer des centres jumeaux, si je peux dire, pour de la technologie de haut niveau. Et en Turquie, nous avons une grande expérience, surtout concernant les zones technologiques. Nous pouvons aussi créer des centres intégrés, en fait, pour les projets d'énergie, pour des logistiques intelligentes, pour des chaînes d'approvisionnement numériques. Et deuxièmement, peut-être nous pouvons créer un autre projet encore ensemble qui sera un partenariat d'infrastructures numériques entre la Turquie et l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire les données tout d'abord? Nous parlons des données, mais qu'est-ce que cela? Si nous créons ce partenariat pour les infrastructures d'une base de données, nous pouvons bien sûr travailler tous ensemble dans le futur et nous pouvons recueillir les résultats ensemble. C'est ce dont nous en pensons. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, je vais continuer avec vous, John. Comme la manufacturation numérique, en fait, je parle de la même chose, mais il s'agit d'une grande importance et d'un grand potentiel. Comment la manufacturation numérique peut, en fait, accélérer le commerce africain et comment, en fait, établir des ponts entre la Turquie et l'Afrique. Merci beaucoup, Husnia. Il s'agit d'une exception, en fait,
dans l'industrialisation. Concernant la manufacturation numérique, ça se concentre en fait sur l'utilisation et l'intégration de toutes les technologies, et inclut l'intelligence artificielle, la technologie de cloud, sécurité, cybersécurité, etc. Donc, l'implication, la mise en œuvre de toutes ces technologies, en fait, doit être intégrée avec les politiques gouvernementaux. Donc, ce que nous devons faire, c'est aligner en fait les talents provenant de l'Afrique avec la haute technologie qui se trouve ici en Turquie pour pouvoir en fait continuer à harmoniser les technologies, les dernières technologies avec les entreprises et les opérations, les affaires. En Zimbabwe, par exemple, c'est ce que nous essayons de faire. Les pays africains ont des relations d'affaires les plus fortes avec la Turquie en comparaison avec tout autre pays. Donc, la manufacturation numérique et la technologie, en fait, peut créer des processus sans aucun problème et assez simplifié. Comme ça, nous pouvons en fait avoir aussi un renforcement de capacités, bien sûr soutenu par des gouvernements et soutenu par des alliances que nous allons former. Comme ça, nous pouvons en fait réaliser et remarquer les bénéfices et les parties bienfaisantes en tant que la Turquie et l'Afrique. Nous allons aussi avoir la chance d'aligner nos politiques, harmoniser ou adapter nos politiques et avoir un renforcement de capacités plus inclusif et bien sûr une modernisation bien soutenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons écouté la partie turque, bien sûr, concernant les collaborations dans le domaine de numérisation. Quelles sont en fait vos opinions à ce sujet-là en tant que l'Afrique? Merci beaucoup. Donc, par rapport à la collaboration, d'abord, je voudrais revenir par rapport à la collaboration, comment on appelle ça, numérique, entre la Turquie et l'Afrique. J'avais remarqué d'ailleurs que la Turquie avait avancé sur ce qu'on appelle le e-gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement électronique. Les pays africains ont besoin d'avancer sur ce domaine-là parce que ça assure quelque chose qui est très important. Premièrement, la simplicité des administratifs et deuxièmement, la transparence, l'un des plus grands problèmes de l'Afrique. Donc, dans le e-gouvernement, les pays africains doivent vraiment collaborer avec surtout la Turquie et voir le modèle turc, essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent le mettre en place. On peut aussi collaborer en termes d'infrastructure. Mon collègue m'en a parlé, la fibre optique, les data centers, le cloud computing, ça c'est très important, et surtout pour garantir ce qu'on appelle la souveraineté, quelque chose qui est très important. J'ai une longue expérience dans la souveraineté et c'est quelque chose qui est vraiment qu'on doit protéger. Et vu la prolifération de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et des outils actuellement, les gens utilisent ces outils-là comme ChatGPT n'importe comment, injectent des informations quelquefois sensibles, et ils ne savent pas ces informations vont aller où. Ces informations peuvent être récupérées ailleurs. Donc, on a besoin de la souveraineté. Qui dit souveraineté dit aussi ce qu'on appelle la cybersécurité. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour maintenir ce qu'on appelle la culture numérique et renforcement de la culture numérique. Si on sait que nos données sont protégées, nos procédures sont protégées, on peut aller en avant. Mais si c'est attaquable, c'est facilement attaquable, c'est un danger même économique maintenant. Donc c'est quelque chose qui est très important. On peut aussi collaborer dans tout ce qui est fintech, c'est-à-dire que le finance technologique qui est très en vogue. Les gens ne le savent pas, mais les Africains sont très avancés dans ce financement technologique et ça peut être un moyen. Ils sont très proches au niveau mondial, ils sont très proches, ils sont très réceptifs au niveau aussi. Ça peut être une source de collaboration entre les pays africains et la Turquie. Maintenant, ce qui concerne la digitalisation industrielle, c'est quelque chose qui est très intéressant. On peut, par exemple, imaginer créer des zones pilotes pour la digitalisation industrielle
en Turquie des espaces où c'est des espaces dédiés à l'industrie digitale, par exemple. C'est quelque chose qui se peut se faire ici en Turquie et qui peut se faire aussi dans les pays africains. Il y a aussi ce qu'on appelle la fabrication modulaire. La fabrication modulaire, c'est-à-dire, par exemple, si on doit fabriquer, exemple, là, je donne une voiture, une partie des pièces soit fabriquée en Afrique, et au fur et à mesure, ça garantirait l'intégration. On appelle ça la cofabrication. Donc c'est très important, ça peut nous amener très, très en avant. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des centres industriels, des centres industriels 4.0. Ces centres industriels 4.0 nous assurent l'intégration de ce qu'on appelle la digitalisation dans l'industrie. La Turquie est très avancée sur ça. Elle peut mettre en place ces centres-là aussi pour accompagner les pays africains. Et enfin, la formation technologique, ce qui est important, et des forums comme ça, des forums que vous organisez ici, c'est des forums qui sont très importants pour mettre le tout B2B, pour vous faire connaître les différents champs d'application des activités turques et aussi de l'autre côté des activités africaines. Je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Barro. Mustafa, maintenant nous allons continuer avec vous. Hükümetiniz ve iş dünyanız özellikle de bu qu'est-ce que vos gouvernements et votre monde d'affaires font en fait, surtout dans ce domaine-là, dans la numérisation de l'industrie? C'est une très bonne question. Je pense qu'il s'agissait ici d'une lacune à fermer, mais il y a plusieurs manufacturiers turcs en fait qui sont aussi présents dans le continent africain. Et le problème pour eux, c'est le financement et le fonds, bien sûr, ainsi que les marchés. Donc, je pense que les investissements à faire dans la manufacturation seraient logiques pour eux, mais pour les entreprises turques, en fait, souffrent de l'absence de ressources humaines ayant une grande capacité, ayant un grand talent, parce que ces talents sont nécessaires surtout pour avoir en fait mener des activités numériques en comparaison avec des activités de manufacturation traditionnelles. Quand nous parlons de ce main-d'œuvre, de force de main-d'œuvre, bien sûr, nous savons à quel point c'est important. Il y a plusieurs gens, plusieurs hommes d'affaires en fait qui parlent seulement de l'argent et cela est très important pour leur conversation aussi, pour leur discours aussi. Donc pour faciliter la vie des entreprises turques en Afrique ou à l'étranger où que ce soit, c'est de rendre en fait les investissements encore plus logiques. Et ce qui est logique à ce stade-là, c'est de faire des investissements à un seul centre dédié à la formation et développement occupationnel. Je pense que la plupart des parties prenantes du secteur privé, la plupart des compagnies, en fait, pourraient vouloir investir à ce centre parce que c'est un sine qua non, si je peux dire, pour le développement économique dans le continent africain. Comme ça, nous pouvons en fait apporter des experts, l'expertise des formateurs dans ce centre-là. Je ne veux pas que nos entreprises turques investissent pour rien. Je veux voir des investissements ciblés. Et nous pouvons peut-être avoir une cartographie des lacunes en fait pour pouvoir nous concentrer, pour réunir nos forces. Comme ça, nous pouvons voir les marchés pour les entreprises turques, surtout sur le continent africain. Peut-être un nouvel curriculum peut être développé et utilisé dans ce centre pour formation vocationnelle. Parce qu'à la fin du jour,
les affaires, en fait, les opérations qui sont derrière ces initiatives n'iront nulle part, en fait, sans avoir ces capacités, ces formations vocationnelles. Disons, si le secrétariat général est d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut bien structurer une sorte de programme, fondamentalement, surtout pour la manufacturation numérique. Nous avons besoin de développer, de renforcer la capacité de main-d'œuvre africaine. Et à ce stade-là, comme la Turquie peut bénéficier de ces programmes, nous pouvons bien identifier les lacunes, nous pouvons voir où en fait implémenter ces programmes et nous pouvons faire tout cela sous le leadership de Turquie. Merci beaucoup pour ces opinions très, très importantes. Et monsieur, nous allons continuer avec vous. Nous allons parler des écosystèmes, par exemple, des infrastructures, de l'entrepreneuriat, des investissements, etc. Qu'est-ce que nous avons... c'est quoi ce dont nous avons besoin pour en fait le développement de la technologie numérique de la Turquie pour jouer un rôle encore plus actif et plus efficace en Afrique, et qu'est-ce que vous recommanderiez pour en fait renforcer ce partenariat? Tout d'abord, pour nous, ce que je peux suggérer, c'est l'importance de ces réunions pendant lesquelles, en fait, nous avons des discussions avec les conseillers technologiques au sein du DEIC. Je suggère la même chose pour nous tous, pour tout le monde ici. En outre, d'accord, si nous parlons des écosystèmes, il y a plusieurs écosystèmes partout dans le monde, mais si vous voulez créer ce genre de modèle, je peux dire que personnellement, je pense que dans les 5 ans à venir, nous pouvons avoir du succès tous ensemble. Nous avons besoin des corridors comme des CMG. Et avec le leadership de DEIC, en collaboration avec l'Union africaine ou peut-être même les Nations Unies, nous pouvons en fait mener ce programme. Nous avons besoin des projets en fait qui se concentrent sur les humains et d'une moyen plus détaillée. Nous pouvons peut-être développer des programmes de renforcement des capacités numériques ou des capacités numériques. Et ce corridor, en fait, peut aussi établir des centres numériques entre plusieurs pays, entre plusieurs villes, que ce soit Istanbul, Lagos, etc. Nous pouvons créer des plateformes numériques ou en ligne. Bien sûr, ce n'est pas possible de se trouver physiquement tout le temps, mais les plateformes en ligne facilitent tout cela. Les éthiques, la cybersécurité, les régulations numériques, etc., bien sûr, sont aussi très importantes, mais nous croyons que dans les 5 ans à venir, nous allons réaliser un programme qui va créer plus de 1000 startups dans ce domaine-là, et ces startups en fait vont avoir des programmes d'invention, des programmes joints d'invention. Ce que je peux demander de vous tous, peut-être dans les mois à venir, nous pouvons créer un corridor numérique en sécurité entre la Turquie et les pays africains. Merci beaucoup, Monsieur John. Comment les pays africains et la Turquie peuvent en fait assurer un développement durable et en sécurité de manufacturation numérique? L'industrialisation rapide et le développement de technologies, en fait, bien sûr, ne devrait pas créer une dépendance technologique. Donc, nous avons besoin de dégradation ainsi que d'exclusion, et le premier pilier doit être une gouvernance efficace. Deuxièmement, nous allons avoir besoin d'aligner bien sûr l'innovation verte, et finalement, bien sûr, un renforcement de capacités assez inclusif pour pouvoir faire cela.
La quatrième révolution industrielle doit avoir des segments, des sections qui peuvent dire les divers domaines d'application ou de mise en œuvre de tous ces outils. Nous parlons ici de la manufacturation numérique, mais nous utilisons par exemple l'intelligence artificielle pour éradiquer la famine, pour les activités minières. Donc, sans avoir des lignes de principe efficaces, nous ne pouvons pas en fait mettre en œuvre une manufacturation qui sera inclusive. Ça va même causer des pertes d'emplois et sans avoir des politiques qui vont assurer bien sûr la sécurité, nous ne pourrons pas avoir ce processus non plus. Nous avons besoin de plus d'efficacité, nous avons besoin d'avoir plus d'efficacité concernant les politiques et la mise en œuvre des politiques avec l'utilisation de ces technologies. Comme ça, en fait, nous allons établir nous allons produire, disons, des machines plus efficaces énergétiquement. Nous allons avoir une meilleure utilisation d'électricité et de toute autre énergie. Et comme ça, nous pouvons en fait avoir une bonne manufacturation numérique. Donc, gouvernance et renforcement des capacités, innovation verte. Je répète la même chose, mais nous avons besoin de ces piliers pour pouvoir réussir. Renforcement de capacité, bien sûr, la capacité de fournir des formations sont très importants, surtout pour les pays africains. Certains manufacturants et certains équipements utilisés, en fait, même aujourd'hui, ne veut rien dire sans avoir le bon renforcement de capacité. Et bien sûr, il faut toujours avoir l'environnement dans l'esprit parce que nous devons le protéger, quoi que ce soit. À part les sujets techniques, par exemple, au Zimbabwe, nous disons tout le temps que nous sommes ouverts aux affaires. Et ce forum est aussi pour notre pays, mais si nous allons faire cela, nous devons le faire, bien sûr, sous la lumière des guides principes. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la connaissance africaine, mais pour parler spécifiquement de la Mauritanie, quelles sont les opportunités que Turquie a pour établir une coopération numérique? Je vous remercie beaucoup de votre question parce que c'est vraiment l'objectif de mon poste en fait. c'est de promouvoir tout ce qui est aussi coopération en matière de la digitalisation. Donc, ce qui est important, d'abord, on a d'abord en matière d'investissement en Mauritanie, on a une agence qui s'appelle APIM. Cette agence, elle est là pour favoriser et pour promouvoir les investissements. On a le représentant ici, j'en profite pour le saluer. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée pour la Mauritanie, pour les investisseurs, pour savoir, pour être guidés, pour être orientés, pour être conseillés. C'est très important de les utiliser. Deuxièmement, en matière de digitalisation, il y a ce qu'on appelle le e-gouvernement. En Turquie, le e-gouvernement est très efficace, ça avance très bien et ça rentre dans tous les secteurs, dans les différents secteurs, dans le secteur de la santé, j'ai vu l'éducation, ils utilisent le même e-ID. C'est très important. En Mauritanie, on a commencé le processus, il est bien établi. On utilise un e-ID, mais pour l'instant, on a besoin d'un palier, par exemple, tout ce qui est certification, tout ce qui est signature du e-ID. Ça peut être, par exemple, un projet pour nous aider à avancer dans ce secteur-là. Par exemple, les infrastructures. Tout récemment, la Mauritanie s'est lancée dans ce qu'on appelle la nanotechnologie des satellites. Elle a des ambitions parce qu'il y a des zones où la Mauritanie, c'est un pays très vaste, il y a des zones qui sont couvertes, il y a des zones où il y a peu de population. Donc, la couverture, elle est très difficile, la couverture en fibre optique, dont on a besoin des connexions satellitaires. Je sais que la Turquie, c'est un pays qui est très avancé dans ce domaine-là, donc ça peut être un domaine de coopération. Et le troisième point qui m'est très cher, vous en avez parlé, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. La Mauritanie a développé récemment
une stratégie nationale d'intelligence artificielle. D'ailleurs, je félicite, ça a été développé par des doctoresses femmes, principalement, et bon, avec l'appui des organismes internationaux, mais ça a été doctoré et ça a été fait par ma direction. Et cette stratégie a plusieurs objectifs, entre autres la souveraineté numérique. Par exemple, on utilise, comme j'avais évoqué tout à l'heure, je donne l'exemple, pas pour forcément le citer, mais ChatGPT. Dans ChatGPT, on introduit des informations pas importantes, mais quelquefois des informations très importantes qui touchent la sensibilité du pays. Et ces informations-là, on n'a pas la garantie de leur utilisation. Pour avoir cette garantie et cette souveraineté d'utilisation, un pays doit pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un ChatGPT national. Et dans le cadre, par exemple, de la Mauritanie, où il y a des langues locales, par exemple, l'utilisation de l'IA permet, avec une translation multilingue instantanée, permet l'intégration et l'inclusion de tous les Mauritaniens dans ce domaine-là. Donc, c'est une bonne chose. L'intelligence artificielle peut être une source de coopération avec la Turquie aussi en matière d'agriculture. Je sais que les Turcs sont très forts en matière de drones. Nous, on a un pays d'agriculture. On peut utiliser ces drones-là avec l'intelligence artificielle pour détecter les sols, la qualité des sols, les zones d'inondation, les zones fertiles, etc. Même dans le secteur de la pêche. La pêche, par exemple, les zones où il y a du poisson, il n'y a pas de poisson, en utilisant, en coopération avec la Turquie, qui sont aussi très avancés, non seulement dans le domaine des drones, mais aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle et des softwares qui sont dans ces équipements-là, par exemple. Les smart cities. Les smart cities, j'avais discuté hier et j'avais vu aussi des stands ici, et la City a mis en place un système de smart city. Les pays africains gagneront à utiliser ces smart cities, à commencer à adopter ces nouvelles normes, parce que il y aura une réduction d'énergie, réduction de consommation de différentes choses. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et enfin, et ce qu'on appelle la nerf de la guerre, ce sont les fonds. Ce sont les fonds. La Turquie, avec la Mauritanie, par exemple, mais aussi de manière générale, doivent essayer de mettre en place des structures, ce qu'on appelle des financements conjoints, où c'est du gagnant-gagnant. Par exemple, la Turquie nous aide avec leur technologie industrielle, leur technologie, leur capacité, les structures, leurs équipements et tout ça. Et nous, en contrepartie, on a nos ressources minières, nos ressources de pêche, nos ressources de gaz. En Mauritanie, c'est un pays où il y a beaucoup de gaz actuellement qui a été découvert. Donc, c'est ces types de collaboration et ces types de recherche de financement qui sont très importants. Et enfin, et aussi c'est très important, c'est aussi la formation. La formation, l'échange d'expériences, entre les deux continents, les deux pays. Et aussi, je reviens toujours au forum de rencontres et d'échange d'idées. Donc, c'est ces types de coopération qui pouvont être entre la Mauritanie et la Turquie et entre l'Afrique en général et la Turquie. Je vous remercie. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Barrault. Ce furent des contributions très, très importantes pour les affaires. Mustapha, une dernière question. Je pense que c'est trop facile pour toi, mais je souhaiterais également ajouter, par exemple, la question serait un forum comme TABEF, comment est-ce qu'un tel forum peut contribuer à développer des partenariats à long terme? Et je souhaiterais également savoir vos idées sur le financement. Un des défis que l'Afrique rencontre, c'est l'accès au financement. Et en termes de financement, vous savez, pour faire des affaires à la base, il faut qu'il y ait des instruments qui permettent une intégration financière. Quelles sont vos idées? D'abord, un forum comme TABEF et sur l'inclusion financière. Merci beaucoup, Hosni.
Pour Tabef, je suis vraiment très fière de voir le travail effectué et ce que le gouvernement de Turquie a fait et je voudrais les féliciter. Je sais le montant d'efforts déployés pour eux pour réunir toute cette audience. On parle d'un grand nombre de pays africains avec des discussions très intéressantes. C'est vraiment très très impressionnant. Et ce que je voudrais voir, et ce que j'aimerais qu'est-ce qui devrait augmenter, et avec M. Erdem aussi, on en parle pour faire avancer les choses. Ce forum se fait tous les 2 ans. Mais on veut voir davantage d'initiatives qui continuent, qui se tiendraient et où on pourrait passer d'un forum à un autre en se basant sur des recommandations dont on parle, notamment aujourd'hui. Par exemple, quelque chose comme un forum de politique. On pourrait avoir un tel forum. On n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour ça, pour le faire avec Tabef. Et c'est quelque chose que je souhaiterais discuter avec eux, mais avec Erdem, on peut peut-être planifier un tel événement pas aussi grand que l'audience qu'on a pendant cette conférence, avec un rassemblement plus limité, avec des conversations plus focalisées sur les politiques. Et pareil pour les autres initiatives dont on a parlé aujourd'hui, avec des groupes de travail et la formation. Ce sont des aspects très urgents. Et c'est parce que ça empêche les investissements potentiels en Afrique et les investissements qui développeraient la collaboration et le partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Donc, si on peut avoir, par exemple, un petit groupe de travail avec avec un secrétaire général et l'ERDEM, on pourrait faire commencer un tel groupe de travail et on pourrait, par exemple, entamer une initiative d'éducation professionnelle, surtout dans la manufacture numérique. On n'a pas forcément besoin d'attendre plusieurs années. C'est quelque chose qu'on peut faire commencer tout de suite. Mais je voudrais voir plus de recommandations qui pourraient être transformées en actions et les transformer en activités spécifiques et revenir au forum proche suivant et parler des progrès effectués sur ces recommandations et ces activités. Un autre point que vous avez mentionné qui est aussi très important, c'est bien sûr le financement. C'est un élément clé derrière toutes les activités qui empêchent l'investissement dans la manufacture numérique, la numérisation en Afrique. Et à la fin de la journée, en fait, l'Afrique souhaite avoir toutes les politiques. L'Afrique ne veut pas avancer toujours dans des aspects comme l'éducation professionnelle parce qu'on attend des investissements, mais ça ne va pas se faire. Et si on n'est pas capable de bien le former, nos politiques, les politiques ne doivent pas venir de l'extérieur ou bien d'un autre côté du monde et des multinationales. Et chaque gouvernement et chaque société doit avoir leur propre réforme politique, les diriger et diriger leur propre formation professionnelle et doit s'assurer que sa main-d'œuvre est prête avec les compétences développées et ceci peut attirer davantage d'opportunités financières pour les investissements en Afrique. Et bien sûr, en addition, par rapport à d'autres considérations comme la gouvernance, la corruption, qui sont aussi très importants. Ce n'est pas quelque chose où que ce soit les Turcs ou bien les Européens ou les Américains vont nous aider. On doit le faire nous-mêmes en partenariat avec nos partenaires, bien sûr, en Turquie, les États-Unis et l'Europe. Mais encore une fois, ce qu'on essaie de faire quand on parle de progrès, c'est il faut accélérer et il faut donner un momentum à ce processus, car à la fin de la journée, quand les gouvernements, quand ils vont voir qu'il y a un pipeline d'investissement et d'opportunités prêts, ça va catalyser, stimuler les différentes la création d'un écosystème qui sera prêt. Oui,
Le financement est important, mais ce qui est essentiel à la base, ce sont aussi les politiques et la main-d'œuvre qui vont soutenir le financement. Merci beaucoup, ce fut vraiment une contribution très importante. Nous sommes arrivés à la fin de notre panel. Distingués panélistes, merci beaucoup pour vos contributions très importantes et pour vos recommandations. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Madame la modératrice et tous nos panélistes, et merci aussi à l'audience. On voudrait prendre maintenant une photo de famille avec tout le monde, Tous ceux qui souhaitent faire partie de la photo, venez sur scène, s'il vous plaît, et prenons une photo de famille ensemble. A quick reminder, the President of the Republic. Le président de la République de Turquie va nous honorer avec sa présence pour la cérémonie de clôture. Donc, tout le monde doit être informé et soyez prêts pour la cérémonie de clôture qui va se faire à l'auditorium Harbiye, dans la salle Harbiye. Et il sera accompagné par le député président de l'Afrique du Sud, son Excellence Paul Mashatila, le président de la République de Turquie avec le député président de l'Afrique du Sud vont participer à la séance de clôture. Ve Güney Afrika Cumhuriyeti Devleti Başkan Yardımcısı Sayın Paul Mashatile teşrifleriyle B2 katında Harbiye Auditorium'unda gerçekleşecektir. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki kapanış töreni öncesinde müzik gruplar sahne alacaktı. Katılımlarınızı bekleriz efendim. Thank you so much for the attendance. Thank you everyone.